Et oui, encore une fois, vous êtes sur les ondes de Top Pot, votre podcast en français sur la science, l'industrie et la consommation du cannabis. Mon nom est Luc Prévost et j'ai le plaisir de vous recevoir dans un cannabistro virtuel, le Top Pot. Bienvenue chez vous. Top Pot ne donne aucun conseil. Consultez votre médecin, votre pharmacien, votre avocat, votre journaliste préféré, le législateur ou la personne de science de votre choix. Aucun des auteurs, contributeurs, commanditaires, administrateurs, toute autre personne liée à Top Pot ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit de votre utilisation de l'information contenue dans le podcast. Vous allez bien? Le chanvre est bon par chez vous? Je suis passé tout droit la semaine passée, eh oui. Est-ce par le biais d'une vraie déconnexion ou grâce aux extraits très puissants que j'ai consommés? Je ne le saurai jamais car j'ai tout fait pour déconnecter d'un côté et j'ai consommé du hash et certains cultivars inédits pour moi de l'autre. Donc, boum chocolat, la vie est belle. Alors, pour le premier épisode de 2023, on va revenir ensemble sur les 12 derniers mois pour ensuite mieux se projeter dans l'année nouvelle 2023 qui s'offre à nous. On va donc flâner dans le passé et dans le futur. C'est légal. OK, vous le savez, quand je suis au comptoir du Top Pot, je me prends un petit café, une seconde. Hé, MJ! Ouais, je passais tout droit la semaine passée, désolé. OK, mon habituel, merci. OK, habituellement, je commence les épisodes en vous présentant les entreprises québécoises qui ont obtenu une licence de Santé Canada. Eh bien, cette semaine, aucune licence nouvelle octroyée par Santé Canada, bien qu'il soit possible et humain que les fonctionnaires n'aient tout simplement pas eu le temps de faire la mise en ligne. Il ne faut jamais sous-estimer le travail des fonctionnaires et leur importance. Vous ne me croyez pas? J'ai une belle histoire pour illustrer ce fait. Vous avez déjà pris le train? Vous aimez prendre le train? Personnellement, j'ai rencontré plusieurs femmes importantes dans ma vie sur des trains, mais jamais au Canada. Au Canada, je ne prends pas le train. Pas encore, en tout cas. Alors, l'écartement standard des rails américains, la distance entre les rails à l'interne, est de 4 pieds 8 pouces et demi. Pourquoi? Parce que les ingénieurs anglais ont conçu les premiers chemins de fer américains. Mais pourquoi les Anglais construisent-ils des rails qui ont 4 pieds 8 pouces et demi d'écart? Eh bien, parce que c'est l'écart des rails de tramway construits par les mêmes spécialistes. Alors, la prochaine question, c'est pourquoi avoir construit des rails de tramway avec un écart de 4 pieds 8 pouces et demi? Parce que les véhicules qui utilisaient les routes anglaises avaient des roues qui avaient un écart de 4 pieds 8 pouces et demi pour se conformer aux ornières causées par des siècles d'usage. Et qui a construit les routes anglaises avec des ornières? Eh bien, c'est la grande Rome impériale. Et les premières ornières ont été formées par le passage des chars de guerre romains qui, par hasard, avaient tous le même écart. Par extension, on peut donc affirmer que c'est un fonctionnaire de la Rome antique qui a déterminé l'écart entre les roues des trains aux États-Unis. En 2023, 60% des rails de train dans le monde ont un écart, eh oui, de 4 pieds 8 pouces et demi ou de 1435 mm. Pour bien faire, je suis allé mesurer l'écart des rails sur la voie ferrée qui passe à Boucherville. Après tout, au Québec, on a eu des tonnes d'ingénieurs anglais qui sont venus faire des choses ici. Il suffit d'aller dans un immeuble du centre-ville pour voir que certains immeubles n'ont pas de 13e étage. Ce sont des immeubles construits par des Anglais. Les immeubles construits par des Américains ou des Canadiens ont un 13e étage. Donc, je disais que pour bien faire, je suis allé mesurer l'écart des rails sur la voie ferrée qui passe à Boucherville. 1435 mm également. J'ai pris 2 ou 3 photos qui sont dans les notes de l'épisode pour les curieuses. Juste un instant. Merci, MJ. Oh, c'est bon. Une petite gorgée d'eau. Et on repart. OK. Merci, MJ, encore. Très bon. Donc, on peut penser que les fonctionnaires canadiens, comme les fonctionnaires romains il y a quelques siècles, eh bien, ils sont en train de créer des normes qui pourraient avoir une très, très, très longue vie. J'en entends dans le fond du café qui disent qu'ils veulent un exemple. OK, un instant. On peut commencer tout simplement par le format 28 grammes. Pourquoi 28 grammes? On est en métrique au Québec. Le 28 grammes, eh bien, c'est les pocheux nord-américains qui vendaient donc en format impérial, notre fameuse once. Donc la SQDC ne s'est pas cassé la nénette et a adopté un standard développé par le marché noir.
Alors, on va commencer notre bilan de 2022 en constatant que le prix de l'once a chuté en 2022. Tout le monde parle de grammes, mais la mesure, c'est l'once ou parfois la livre. Donc en 2022, le prix moyen de l'once aux États-Unis était de 280 $. J'ai vérifié au Québec cette semaine, l'once la plus chère à la SQDC était le Kush Mint de Broken Coast à 245 $ et 30 sous. L'once la moins chère se vendait à 125 $ et 50 sous. Évidemment, on est loin de l'once à 20 $ sans taxe dont je vous parlais il y a quelques jours ou quelques semaines. Mais de façon générale, on peut penser que l'offre de la SQDC, combinée à celle des spécialistes du médical, est intéressante quand on compare notre situation avec celle des Américains. Mais, cela ne suffit pas. Et oui, les Canadiens veulent des prix plus bas et des limites de THC plus hautes, plus élevées. C'est le résultat d'une enquête qui se poursuivra en 2023. Et cette étude est menée par la société Polara, P-O-2-L-A-R-A. Et l'étude elle-même s'appelle Growing Green. Dans un autre registre, on sait maintenant, et plusieurs recherches le prouvent, on sait qu'une personne qui a consommé du cannabis dans les 12 derniers mois, eh bien, cette personne est plus susceptible de croire que les prix des marchés illicites sont plus bas que ceux du marché légal. Mais les gens qui se procurent des produits illégaux affirment aussi qu'ils vont acheter des produits légaux dans le futur. D'une façon générale, de plus en plus de consommateurs achètent sur le marché légal. Et beaucoup plus le rejoindraient, ce marché légal, si la limite de THC pour les mangeables, par exemple, passait de 10 mg à 100 mg. Pour les curieuses, il y a un PowerPoint très intéressant qui détaille tout ça dans les notes de l'épisode. Dans ces notes de l'épisode, vous trouverez également une transcription entière de tout l'épisode. L'année passée, 2022, c'est aussi l'année où on commence à avoir plus de détails sur la destruction de quantités records de cannabis au Canada. C'est le temps d'une devinette. Combien de grammes de pot ont été détruits en 2021? Eh bien, Santé Canada confirme la destruction de 26 % de la récolte de fleurs non emballées, soit 425 millions de grammes. Je viens de consulter le Cannabis Spot Index et la valeur moyenne du gramme au Canada le 30 décembre 2022 est de 5,21 $. Donc, juste pour l'année 2021, l'industrie canadienne du cannabis a détruit, si mes calculs sont bons, pour 2,214 milliards de dollars de fleurs non emballées. Et ça, c'est ce que l'on sait. Mais ce n'est pas tout. Évidemment, si on reste juste dans les produits non emballés, on parle donc des mangeables, des produits topiques et des extraits en général, on parle de 140 millions de grammes. Mais, il y a aussi 7 millions de produits emballés qui ont été détruits. J'ai déjà posé la question et je cherche toujours la réponse. Comment détruit-on 7 millions de produits emballés? On creuse un trou et on enterre du plastique? On met tout ça dans l'incinérateur et ensuite dans l'air pur du Canada? Je ne sais pas, mais je soupçonne le pire. Pourquoi? Parce que l'industrie du cannabis lutte pour sa survie. Alors certains experts avancent que la quantité réelle de produits détruits serait encore plus grande et Santé Canada est toujours incapable de préciser, par exemple, le pourcentage de produits détruits à cause d'un rappel. C'est dingue, mais c'est comme ça. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi une telle surproduction? La spéculation et un groupe d'entrepreneurs prêts à tout risquer pour vivre leurs rêves dans un contexte légal me semble être un début de réponse. L'impact environnemental de cette surproduction est affreux, pour ne pas dire hideux. C'est dégueulasse, dans le fond, de produire pour ensuite détruire sa production et l'environnement, environnement qui n'appartient à personne et à tout le monde en même temps. Combien de tonnes d'engrais et de produits agrotoxes répandus dans l'environnement sans même enrichir le producteur? Oui, je sais, le PIB, lui, est heureux. Le PIB augmente malgré tout. Il y a un accident au coin de la rue, le PIB augmente. On produit et on détruit, le PIB augmente. Le business roule, sauf pour l'industrie. Ça, c'est moche. Une industrie dans laquelle, si vous échappez une fleur,
qui tombe dans votre salle de culture sur le sol, eh bien, vous devez signaler le poids de cette fleur à Santé Canada avant de la détruire. Mais Santé Canada, qui veut savoir combien de fleurs ont été échappées, ne peut rien dire sur la quantité de produits agrotoxes répandus dans la nature. Cela serait tellement utile pour calculer le vrai coût de production d'un gramme de pot. On ne sait même pas combien d'eau utilisent les producteurs autorisés, alors que la planète Terre vit un problème de ressources hydriques. Les prévisions pour 2023, selon Santé Canada, le tiers de la production canadienne sera détruit également. Mais peut-on parler du marché canadien sans réfléchir un peu à ce qui s'est passé chez nos voisins américains? Non. La réponse est simple. On va faire le tour de l'actualité américaine en 2022 au pas de course. Et évidemment, le président Biden et plusieurs États ont accordé des pardons. À ma connaissance, aucune des 6500 libérations promises par M. Biden au moment des élections moyen terme, les midterms, aucune libération n'a eu lieu. Zéro. Aucun prisonnier de libéré. Mais ça a été utile pour les élections. On constate également qu'en 2022, le président Biden a été incapable de faire passer une simple loi sur la sécurité bancaire. Par contre, on a pu protéger le droit des travailleurs de toutes les industries de consommer dans leur vie privée. Ça, c'est un élément très positif. L'acceptabilité sociale augmente dans tous les États, mais évidemment à vitesse variable. On sait que le FBI est toujours incapable de préciser le nombre d'arrestations reliées au cannabis sur son territoire. Bravo, le FBI. On sait aussi qu'il est plus facile de faire de la recherche grâce à la loi passée de Medical Marijuana and Cannabidiol Research Expansion Act, est en fait donc devenue une loi. Très bonne nouvelle, l'industrie légale américaine emploie 430 000 personnes à temps plein. Si on regarde du côté des gens qui souffrent, une immense majorité des patients qui souffrent de douleurs disent être capables de réduire leur consommation d'opioïdes en consommant du cannabis. Alors, côté tristesse, les autorités américaines ont détruit près de 11 % de leur récolte de chanvre, au-delà de la limite de 0,3 % de THC. 11 %, c'est la moyenne. Au Tennessee, 42 % des récoltes ont été détruites. Plus finement, du côté commercial, les DDC ou Dormant Commerce Clause ont été mises en cause dans plusieurs États. C'est intéressant, les DDC permettent aux producteurs autorisés de recourir à la clause de commerce qui est dans la Constitution américaine pour éviter certains types de contraintes en donnant au Congrès américain le pouvoir de réglementer le commerce entre les États. Dans les petits irritants de nature commerciale, la Cour américaine du commerce international vient d'autoriser l'importation des outils de consommation du cannabis, genre les bongs, les clous en titanium, ce genre de choses. C'était impossible avant ou très difficile. Allons-nous oublier la joueuse de basket Brittany Griner, qui est revenue à la maison après un détour au goulag? Sûrement pas. On lui souhaite juste de ne pas se faire arrêter pour les mêmes raisons aux États-Unis. En 2022, la Cour suprême de Californie a aussi été sollicitée. Elle a décidé que les bongs n'ont pas besoin d'être accompagnés d'avertissements concernant les substances chimiques cancérigènes. C'est une drôle d'histoire, mais intéressante. Le US Centers for Disease Control and Prevention aurait des preuves que la consommation chronique de cannabis pourrait provoquer un cancer des testicules. Parallèlement, de son côté, le National Institute on Drug Abuse se demande officiellement depuis 2020 si la fumée de cannabis provoquerait un cancer du poumon. Alors, le fabricant américain de bong SREAM, S-R-E-A-M, a été poursuivi pour ne pas avoir vendu ses bongs avec une étiquette qui devait informer l'acheteur des dangers des substances cancérigènes résultant de la combustion du cannabis. Eh bien, la Cour suprême de l'État américain vient de donner raison au fabricant de bong qui ne sera pas obligé d'alerter ses clients. La loi s'applique uniquement aux fabricants de substances, selon la Cour suprême de Californie. On peut dire que les fabricants de briquets l'ont échappé belle. OK, c'est assez pour les États-Unis, on a fini notre détour. On pourrait aller faire un tour en Europe, mais on sera encore là demain matin. Je vais me contenter de souligner la plus récente avancée en France, où le gouvernement Macron va devoir accepter la vente de fleurs de CBD destinées à la combustion. La Macronie a dû passer un très mauvais jour de l'an. 2022, c'est aussi l'année où le cannabis subit l'assaut des autres drogues dans le pipeline de la légalisation. Les bureaux conseils en obtention de licences et permis divers salivent déjà. Et la plupart, au Québec, au Canada et aux États-Unis, la plupart de ces bureaux conseils affichent en 2022 déjà le volet psychédélique dans leur offre de services.
On a pu constater que les champignons sont partout et le LSD attend tranquillement son tour dans le noir. Le LSD se produit facilement en laboratoire, avec du personnel chimiste de qualité quand même, mais très facilement et dans des délais beaucoup plus courts que faire pousser des cultivars de cannabis. Donc, si le LSD devient légal, sa production sera facile et peu coûteuse pour un effet qui variera en fonction de la dose. Des thérapies de ce genre, on en trouve déjà dans des émissions de télé comme The Good Fight. On parle donc déjà d'un niveau d'acceptabilité sociale très élevé. Si l'alcool recule dans les régions où le cannabis apparaît, on peut donc légitimement penser que le marché du cannabis, à son tour, sera érodé par l'apparition des psychédéliques. En 2022, c'est d'ailleurs le Québec qui a été la première province à rembourser les thérapies aux champignons psilocybe. On est très frileux du côté du cannabis, mais on est progressiste côté des champignons. 2022, c'est aussi l'année où la Cour suprême du Canada a accepté de se prononcer sur la légalité des 4 plants maison. Personnellement, je trouve que c'est une grande tristesse de voir la plus haute cour canadienne perdre son temps pour amuser le législateur québécois, qui semble volontairement ignorer qu'un enfant peut aller chez un fleuriste pour acheter des fleurs qui lui permettront de faire des trips beaucoup plus puissants que le LSD, par exemple. Et je refuse aussi toujours systématiquement de nommer ces fleurs. Mais une recherche de quelques secondes vous donnera accès à ce qu'il faut acheter chez votre fleuriste pour littéralement décoller de la planète Terre. 2022, c'est aussi, et c'est une très très bonne nouvelle, 2022, c'est l'année où l'industrie a vraiment organisé son lobbying, au Québec et au Canada. On ne va pas aujourd'hui discuter de la qualité de ce lobbying, c'est une saga pour une autre fois. Mais juste cette semaine, j'ai vu une série d'articles comme celui-ci dans un petit journal en ligne qui s'appelle Néo-Média et que l'on retrouve dans les petits marchés comme en Beauce, Joliette, Laval, Rimouski, Rivière-du-Loup, Sorel, Tracy, Trois-Rivières. Et voici ce que disait cette semaine Néo-Média. Chou-fleur aux potes, betterave au cannabis, champignons réchis à la marijuana, voilà quelques-uns des atours étonnants que prennent des produits comestibles en vente au Québec dans les magasins de cannabis de la Société d'État. Le gouvernement du Québec ne permet pas que les produits comestibles à base de cannabis vendus dans ces magasins puissent être un peu attrayants pour les jeunes. Les consommateurs qui ne veulent pas fumer doivent donc choisir parmi une sélection de produits moins friandises comme les figues séchées. Mais des acteurs et des observateurs de ce secteur estiment que ces réglementations strictes aident le marché noir à prospérer. L'article cite ensuite M. Fabrice Giguère, le porte-parole de la SQDC, qui offre son excuse habituelle. Ces produits ne peuvent pas être commercialisés au Québec, sans dire pourquoi. Alors que disait le journal Le Devoir au même moment? Des règles strictes sur le cannabis comestible à l'avantage du marché noir. Et le Soleil de Québec, le marché noir pourrait bénéficier des règles strictes sur le cannabis comestible. In English, Canada must help legal cannabis sector to compete with the illegal market, experts say. Évidemment, vous savez que le législateur canadien est en train de reviser sa loi sur le cannabis. C'est le meilleur moment pour faire de la propagande, des relations publiques et du lobbying. La conclusion sur la révision de la loi sur le cannabis doit être remise au gouvernement au printemps 2024. Donc, beaucoup d'entreprises vont connaître des revers d'ici là. Le 3C, ou le Cannabis Council of Canada, qui représente l'industrie canadienne, estime que la réglementation actuelle qui est censée protéger la santé publique nuit à la conquête du marché noir. Tiens, on n'est pas surpris. Le 3C réclame une baisse de la taxe d'assises sur les produits de cannabis, une réduction du nombre de restrictions sur l'emballage et la publicité des emballages, et finalement la fin de la taxation du cannabis médical. M. Pierre Killeen, K-I-L-L-E-E-N, c'est un ancien cadre d'Exo, si ma mémoire est bonne. Eh bien, M. Killeen, maintenant vice-président des affaires législatives et réglementaires du C3, a récemment dit à CBC News que, et là je le cite texto, « Nous avons un système réglementaire qui n'a pas beaucoup de sens, qui interdit franchement la capacité des producteurs de cannabis légal à concurrencer les produits du marché illicite. » Fin de la citation, qui a le mérite d'être très claire. On a discuté de ça à plusieurs reprises sur Top Pot. La taxe d'assises est punitive, également pour l'alcool, pas juste le cannabis. Alors, comment soulager l'industrie du cannabis de cette taxe alors qu'on vient de soumettre les producteurs de vin et de cidre à un effort similaire?
En effet, entre 2006 et 2022, le vin et le cidre de produits fabriqués avec des ingrédients locaux étaient exonérés de droits d'accise au Québec. Ce geste permettait à l'industrie de se développer très agressivement. Mais, ce congé de taxes a pris fin il y a quelques mois à cause d'une plainte de l'Australie auprès de l'Organisation mondiale du commerce pour cause de mesures discriminatoires. Alors c'est le temps de s'empresser pour regarder ce qui s'est passé en 2022 du côté du cannabis médical. Cannabis médical, ça ne va pas bien. Et Santé Canada a bien documenté tout ça et vient de publier les résultats d'une recherche dont l'objectif principal était de rassembler des données sur l'état de l'accès au cannabis à des fins médicales au Canada. Voici donc texto un premier extrait qui a retenu mon attention. Près de la moitié des patients interrogés, 58 %, qui ont été motivés pour commencer à utiliser du cannabis à des fins médicales à la suite de sa légalisation plus large, ont déclaré que c'était parce que le cannabis était devenu plus accessible et plus facile à acheter. Une spécialiste de Toronto, une avocate, je crois, qui s'appelle Trina Fraser, affirme que ces statistiques indiquent que la grande majorité des Canadiens qui utilisent le cannabis à des fins thérapeutiques le font en dehors des garanties du cadre médical, parce que c'est plus facile. On pourrait donc parler réellement d'une tiers-mondialisation du Canada. Un deuxième extrait de cette recherche de Santé Canada. Un tiers des participants, 34 %, n'ont pas discuté de l'utilisation du cannabis à des fins médicales avec un médecin ou une infirmière praticienne. Donc, le marché du cannabis médical se transforme et les patients souffrent. Et les nouveaux patients improvisent. Quelle tristesse! 2022 a aussi été l'occasion de se réjouir des recherches entreprises sur le cannabis. Je vais commencer par une recherche qui est intéressante pour le soja. Et oui, il paraît que les gens qui consomment du cannabis ont un risque plus élevé d'infarctus du myocarde que le reste de la population. On parle ici d'une recherche statistique très robuste, avec un groupe test d'1 demi-million de personnes, quand même. La consommation du cannabis déclenche une réponse du système immunitaire qui endommagerait les vaisseaux sanguins qui pourraient entraîner des maladies chroniques du système circulatoire, dont l'infarctus. La découverte qui m'intéresse est ailleurs. Un composé très abondant dans le soja, la génistéine, G-E-N-I-S-T-E-I-N-E, eh bien, la génistéine pourrait bloquer les effets négatifs du cannabis sur le système de circulation tout en n'affectant pas le boss du cannabis. Ah, ça c'était important aussi. Alors rapidement, voici les recherches qui ont retenu mon attention en 2022. D'abord, la recherche Ariane Wilson-Poe a révélé que les terpènes jouent un rôle essentiel pour déterminer le caractère désirable d'un cultivar. Elle avance que l'odeur d'un produit est un meilleur prédicteur du plaisir que sa teneur en THC. Une autre recherche a permis d'affirmer que le CBD ne diminue pas le boss du THC. Non, l'effet tampon du CBD n'existerait pas. C'est une première recherche dans ce sens. Il y en aura d'autres. Je réserve mon jugement final. Le cannabis aurait aussi des bénéfices sur le cerveau des adultes vieillissants. Nous avons également appris que la classification THC-CBD ne suffit pas pour prédire l'effet d'une fleur de cannabis. Par contre, on a appris que le sommeil et le cannabis, c'est une histoire d'amour. Tout se confirme. J'ai même vu passer une recherche publiée dans le Journal of Sleep Research qui démontrait qu'après 2 semaines de traitement, 60 % des participants n'étaient plus officiellement qualifiés d'insomniaques. On parle ici évidemment d'une recherche et de traitement avec du cannabis. Finalement, la bipolarité pourrait aussi être traitée avec des effets bénéfiques, uniques, propres au cannabis. Si vous êtes un voyageur fréquent sur Top Pot, vous avez reconnu certaines de ces études car je les ai déjà évoquées. Mais c'est toujours bon de revenir sur ce que nous avons apprécié. Si on prend un peu de recul, on peut tenter ensemble d'appréhender l'importance de la recherche sur le cannabis. Ça tombe bien car j'ai trouvé un papier intéressant de NORML. NORML, N-O-R-M-L, c'est un groupe de pression et ce groupe de pression avance qu'en 2022, plus de 4300 articles de recherche scientifique sur le cannabis ont été publiés. En 2021, c'était 4200 articles qui avaient été publiés, donc une centaine de plus en 2022. C'est aussi 30 000 recherches publiées dans les 12 dernières années, pour un total, depuis le début de l'histoire de l'humanité, de 42 500 recherches officiellement recensées. Sans surprise, le législateur québécois croit lui aussi qu'il faut plus de recherches. On a hâte de voir le résultat des recherches qu'il a commandées à la communauté scientifique du Québec.
Il s'agit évidemment de recherches sur la réduction des méfaits causés par le cannabis. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que depuis les années 70 jusqu'au début des années 2000, les recherches sur le cannabis tentaient de mesurer le soulagement temporaire de certains symptômes. On peut penser par exemple aux nausées causées par la chimiothérapie. Aujourd'hui, toujours selon NORML, les gens de science s'intéressent à la modulation des maladies et l'interaction avec les cannabinoïdes. Donc on rentre dans un autre type de recherche. Au Québec, on va tenter de prouver que le cannabis fait tousser. Mais on va laisser la fonderie Horn empoisonner toute une région. Et c'est aux habitants de la région, de l'Abitibi, de décider quoi faire avec la fonderie Horn. Le législateur, après être allé voir ce qui se passait sur place, eh bien, il est en train de se laver les mains. De l'histoire. Est-ce que l'on devrait parler ensemble d'investissement? Personnellement, je n'ai rien à dire. Je ne vois pas ce que je pourrais ajouter au fait qu'il est ridicule d'investir dans une industrie que les banquiers ne respectent pas. Évidemment, je ne suis pas un expert. Et je ne connais personne assez informé pour me dire quoi acheter. Certains journalistes québécois ont eu cette chance au début de la légalisation, mais pas moi. Alors, rapidement en conclusion pour l'année 2022. Après le CBD qui est devenu le compagnon, le Watson, compagnon incontournable du THC, c'est le CBN qui a connu une formidable expansion avec beaucoup de nouveaux produits en 2022. C'est toujours intéressant de voir les nouvelles molécules apparaître aux nouvelles des chaînes de télévision généralistes comme Radio-Canada. 2022, c'est aussi l'année des premiers lavages de linge sale en famille, en public. Je pense précisément aux frères Ross et Zach Lipson, qui viennent de se faire expulser de la société Dutchie qu'ils ont fondée. Au Canada, on ne sait toujours rien sur le départ de M. Saint-Louis de chez Exo, par exemple. Et ça, c'est typiquement canadien. La nouvelle la plus délirante de l'année? Non, ce n'est pas l'histoire de la basketteuse américaine stoppée en Russie avec des produits illégaux, aussi bien en Russie qu'aux États-Unis. Non, pour la nouvelle la plus délirante, il faut aller au Kansas, où la police de la ville de Hays a effectué juste avant Noël un raid pour saisir le vaporisateur d'un patient en phase terminale. Elle a également saisi un extrait de cannabis que le patient utilisait pour mieux vivre ses derniers jours. Après avoir constaté la situation, magnanime, la police a décidé d'annuler sa contravention pour possession de drogue. OK. Après ce long retour en arrière sur 2022, on va tenter de flâner un peu en 2023. Après le THC, les consommateurs ont apprivoisé le CBD. Alors, quelle sera la prochaine molécule à connaître son heure de gloire? Personnellement, je crois que le CBN va prendre de plus en plus de place en 2023. Pourquoi? Eh bien, parce que les problèmes de sommeil accablent de plus en plus de gens et que le CBN a fait ses preuves. Accessoirement, une molécule comme le THCO pourrait connaître son heure de gloire. Le THCO, comme le HHC, est créé à partir de plantes CBD qui échappent aux réglementations habituelles. Évidemment, nous n'allons pas oublier la place de plus en plus grande qu'occupe le Delta 8. Dans un autre registre, les terpènes vont nous révéler davantage de leurs secrets. Leur importance dans le buzz du cannabis est à peine intelligible. Et c'est pareil pour leurs propriétés médicinales dont on sait encore peu de choses. Comment dit-on live rosin en français? Rosine fraîche ou rosine congelée? Je ne sais pas. Je pense que ce produit va connaître une expansion incroyable en 2023 et particulièrement au Québec. Pourquoi? Je vais y revenir en conclusion. Ça va être intéressant, vous allez voir. Va-t-on avoir en 2023 un salon sur le cannabis au Québec? Peut-être. S'il a lieu, pourra-t-on y voir des fleurs? Non. On ne verra pas de fleurs dans un salon sur le cannabis au Canada. Si l'industrie américaine n'arrive pas à le faire à Las Vegas, ça regarde mal pour les petits Canadiens. Côté chanvre, la superficie de culture du chanvre pour le textile et l'alimentation va diminuer en Amérique et augmenter en Europe. Le chanvre est partout présent et je suis même surpris de ne pas avoir entendu aucune mention de chanvre dans la série Netflix Emily in Paris, qui est devenue un véhicule incroyable pour l'industrie française du luxe. On devrait aussi commencer à voir des producteurs autorisés se regrouper pour développer un programme de certification bio comme le programme OCAL en Californie. Voici texto ce que j'ai trouvé sur le site de l'organisation. OCAL est un programme de certification à l'échelle de l'État qui établit et applique des normes comparables à celles du cannabis biologique. Le programme OCAL garantira que les produits de cannabis portant le sceau OCAL ont été certifiés selon les normes cohérentes et uniformes comparables à celles du National Organic Program. Si on revient au Québec,
La stratégie de porte-parole vedette va continuer à se développer. Récemment, la famille Charlebois a réussi admirablement son atterrissage dans l'industrie du cannabis. Monsieur Charlebois père est un des plus grands artistes québécois, à la fois dans la qualité mais aussi dans la durée. En ce sens, il est un phénomène. On peut penser que son entreprise et celle de son fils, qui était, si je ne me trompe pas, propriétaire d'un bar dans le Myland où je vivais à une époque, et ce bar s'appelait L'Assommoir. Mais je me trompe peut-être, à vérifier. On le sait, on l'a constaté en 2022, les jeunes consommateurs adorent vapoter du cannabis. Malheureusement, des accidents pulmonaires causés par des métaux lourds et autres saloperies vont hypothéquer cette croissance en 2023, le temps que les manufacturiers de cartouches améliorent leurs produits et leurs services d'assurance qualité. Au Québec, au Canada, en Europe, aux États-Unis, il y a un phénomène du Dry January. C'est une sorte de défi ou de promesse de s'abstenir de boire de l'alcool durant le mois de janvier. Au Québec, cela se passe en février avec le défi 28 jours sans alcool. Eh bien, en 2023, je pense, et c'est ma prédiction, plus de Québécois vont utiliser le cannabis pour passer à travers leurs défis personnels, leurs défis sans alcool, quoi. On peut substituer le pot à l'alcool, c'est bien. Mais on sait aussi que la consommation de cannabis peut être bénéfique pour réduire les dommages causés au foie par une consommation excessive d'alcool. Donc, les cannabinoïdes seraient bénéfiques pour atténuer la toxicité hépatique due à l'éthanol, le composé chimique actif de l'alcool. D'ailleurs, dans une étude chinoise récente, on apprend que le CBD pourrait aider à protéger le foie contre les méfaits de l'alcool. C'est le potentiel thérapeutique du cannabis qui s'illustre ici et qui devrait continuer de s'illustrer en 2023. Est-ce que vous allez faire une pause d'alcool en 2023? Je suis curieux. lucprévost@mail.com. Et si vous avez une stratégie cannabis conjointe, j'ai hâte de vous entendre. Alors, quoi d'autre en 2023? Peut-être un petit scandale sur les timbres d'assises qui sont mal employés par certains revendeurs de cannabis médical au Québec et dans le Rock. Les banques canadiennes seront toujours frileuses en 2023, car elles attendent le feu vert de leurs collègues américains. En fait, les banques canadiennes sont inféodées à leur contrepartie américaine. C'est comme ça. Quels seront les effets de la récession sur l'industrie du cannabis? Alors, 2023, c'est aussi la récession. Et quels seront les effets de la récession sur l'industrie du cannabis? On peut imaginer le pire, mais il est absolument certain que le pouvoir d'achat des consommateurs va diminuer. Et cela veut dire que les producteurs autorisés vont se battre sur les prix pour obtenir de nouveaux clients. Dans ce contexte d'élimination du bois mort, la série de fusions et acquisitions va continuer au Québec et dans le reste du Canada. Plusieurs producteurs autorisés québécois ont mis leur commerce en vente de façon officielle. On parle d'une petite dizaine d'entrepreneurs. Finalement, 2023 verra une nouvelle modification des préférences des consommateurs. Si on regarde aux États-Unis, 40 des gens consomment des fleurs, 23 vapotent, 12 sont dans les pré-roulés, 11 les mangeables, 8 les concentrés, 1 dans les boissons, teinture et sublingual 1 capsules moins d'1 et topiques moins d'1 Au Québec, on a la chance d'avoir sous la main une recherche qui nous montre avec précision les méthodes de consommation de cannabis aux 12 derniers mois pour la population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois. Eh bien, cette recherche nous informe que 82 des gens ont fumé, que 33 des gens ont consommé des mangeables, que les 29 ont pris des gouttes orales, 24 ont vapoté, 17 ont vaporisé, 16 ont bu une boisson de cannabis, 14 ont ingéré une pilule et 5,4 ont inhalé par dabbing. Alors si on reste dans le portrait caricatural, les jeunes consommateurs préfèrent le vapotage aux fleurs, les hommes préfèrent les fleurs, les femmes les produits topiques et la microproduction est à la hausse. Et quelle heure, là? Oh, c'est là, juste un instant. Hey MJ, merci beaucoup pour ce premier café extraordinaire de 2023. On s'en reparle. Bye. Ah, OK. Toi aussi. OK, on continue au pas de course car il y a encore beaucoup de choses.
2023, c'est l'année d'une forte pression sur les prix. Je l'ai dit, mais c'est important de conclure avec ça. Et ça ne fait pas l'affaire de l'industrie, évidemment. On parle d'une augmentation de la concurrence illicite avec des opérateurs qui n'hésitent pas maintenant à adopter un modèle d'affaires basé sur l'esclavagisme. On ne parle pas de choses en Afghanistan, là. On parle de l'Ontario, on parle de la Californie. Les nouveaux marchés émergents vont vouloir un accès au marché canadien. Donc le dossier importation pour le législateur est important. Surtout avec l'éléphant américain qui peut nous refaire le coup du bois d'œuvre sur le cannabis quand ça pourra faire son affaire. Les ventes, effectivement, vont ralentir après la nouveauté initiale de la légalisation. L'effet de nouveauté semble s'essouffler. La SQDC, le métier de conseiller, ça ne décolle pas du tout. Aucune perspective d'avenir pour ces travailleurs, contrairement au cadre de la SQDC, qui semble collectivement s'épanouir. Je vois que de belles choses sur LinkedIn. Emploi et compétences en 2023. Pour maintenir la cadence, ça va prendre de la main-d'œuvre qualifiée et bien payée. Et cela ne se fera pas en criant sécateur. Canatourisme, il y a 2 ou 3 initiatives au Québec. Je ne crois pas qu'il y aura de nouveaux développements, sauf peut-être du côté des repas cannabis. Marketing, publicité, une évolution lente qui se fait à l'arraché. Les résultats de tout ça, si on veut en tirer des conclusions, on s'en va vers des produits, comme on dit en anglais, premium. Donc, une migration vers les produits haut de gamme. Là, je parle peut-être des nouveaux arrivants ou des gens qui voudront tirer leur épingle du jeu. Dans la course vers le bas, seuls s'en sortiront ceux qui sont capables de produire à des coûts plus faibles que ceux de leurs compétiteurs. 2023, c'est aussi plus d'innovation côté produit, comme par exemple des joints pré-roulés avec des embouts de verre. 2023, ne rien attendre des États-Unis pour se refaire une santé financière. Si vous êtes un producteur autorisé qui pense aller vendre là-bas, bonne chance. Finalement, j'aimerais terminer le premier épisode de 2023 avec une perspective pour le Québec. J'ai trouvé un document fascinant qui rassemble toutes les données sur les demandes de licence dans la file d'attente de Santé Canada. C'est incroyable. Donc, il y a 42 demandes qui proviennent du Québec. Seule la Colombie-Britannique fait mieux avec 49 demandes. Sur les 42 demandes provenant du Québec, il y a 13 demandes de licence standard, 27 demandes pour obtenir une licence de microproduction et 2 demandes pour obtenir une licence pour vendre du cannabis médical. Donc, les Cousin et Teddy du Québec vont avoir encore plus de compétition très bientôt. Fait important à noter, il y a aussi des demandeurs autochtones, 6 pour le Québec, mais 24 en Colombie-Britannique. Le Québec, qui a démarré très lentement en 2018, comble progressivement son retard historique et seule la Colombie-Britannique fait mieux avec un total de 49 demandes. L'Ontario, 36 demandes de licence dans le pipeline. Par contre, et ça c'est intéressant, les chiffres de Santé Canada démontrent que 109 licences ont disparu en 2022, soit par expiration sans renouvellement ou soit par révocation. Mais très peu de révocations, je crois qu'il y en a 3 seulement. Sans doute des entreprises qui ont été vraiment pas à leur affaire. Alors, le document de Santé Canada montre que le Québec est distinct. Comment? Et là, je trouve que c'est fantastique. 17 des demandeurs québécois dans le pipeline de Santé Canada veulent obtenir une licence pour la culture extérieure. Ici, le Québec domine le Canada. Pourquoi autant de demandes de culture extérieure? Eh bien, je vais partager avec vous mon premier ovni de 2023. Une ovni, c'est une opinion vulgaire non informée. Eh bien, je pense que le Québec se lance dans la culture extérieure pour mieux produire des extraits de qualité à bas coût. Je prédis un coût du gramme à 7 sous pour les meilleurs maîtres cultivateurs en extérieur. Cette production extérieure permet un coût de production plancher, tout en laissant une grande marge de manœuvre pour produire de la rosine live ou du bon vieux hache qui se conserve mieux que des fleurs. 2023 devrait redonner une partie des lettres de noblesse au cannabis d'extérieur. Non, le cannabis d'extérieur, ce n'est pas du foin. C'est un produit extraordinaire. Et un jour, on sera capable au Québec, comme dans le reste du Canada, de produire du cannabis en extérieur pour être fumé. Mais pour l'instant, c'est une bonne nouvelle pour les petits futés qui vont se démarquer de leur concurrence et qui vont produire des extraits à un coût remarquable.
Cette nouvelle migration vers la production en extérieur est une nouvelle extraordinaire pour l'environnement qui est mis très à mal par l'industrie canadienne du cannabis. Et voilà, c'était le 133e épisode de Top Pot. Questions, commentaires, critiques, n'hésitez pas à m'écrire, lucprévost@mail.com. Je vous remercie pour votre écoute, vos partages et vos suggestions. Allez, bonne semaine, bonne année 2023 pendant qu'on y est, beaucoup de bien-être et bon chanvre.